Le matin où ils frappèrent à la porte, le soleil n'était pas encore levé, et pourtant Maria comprit immédiatement que sa vie venait de s'arrêter. Le silence dans la rue de Lyon était trop lourd, trop figé, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Puis le bruit. 3 coups. Secs, décisifs. Pas des coups d'hommes ordinaires, des coups d'hommes qui savaient qu'ils avaient le pouvoir de tout prendre. Maria Ferrand, 27 ans, ancienne institutrice, résistante invisible, sentit son cœur ralentir au lieu d'accélérer. La peur ne criait pas en elle, elle s'installait lentement, comme un froid qui entre dans les os. Elle regarda la lettre qu'elle n'avait pas encore brûlée. Le nom de Mussolini était imprimé partout, dans les journaux, dans les discours, dans les murs. Mais ce matin-là, il semblait être entré dans sa maison. La porte s'ouvrit violemment. 2 hommes en uniforme fasciste noir, leurs bottes propres, leurs visages sans émotion. Ils ne crièrent pas, ils n'avaient pas besoin de crier. L'un d'eux prononça simplement « Maria Ferrand, vous venez avec nous ». Pas d'accusation, pas d'explication, pas de procès. Seulement une certitude. Elle n'était plus une citoyenne, elle était devenue un problème à faire disparaître. Sa mère tenta de parler. Une main gantée la repoussa sans effort. Ce geste, simple, froid, était plus violent que n'importe quel coup, parce qu'il signifiait que Maria n'appartenait plus au monde des vivants ordinaires. Dans la rue, un camion attendait déjà. À l'intérieur, d'autres femmes. Certaines pleuraient, d'autres fixaient le vide, mais les plus dangereuses étaient celles qui ne montraient rien, celles qui avaient déjà compris que la vraie guerre ne se faisait pas avec des armes, elle se faisait contre l'âme. Lorsque le camion démarra, Maria regarda sa maison s'éloigner. Elle ne savait pas où il l'emmenait, mais au fond d'elle, une chose restait intacte. Il pouvait l'arrêter, l'enfermer, la briser, mais il ne pourrait jamais lui enlever la raison pour laquelle elle avait choisi de résister, et c'est précisément pour cette raison qu'ils avaient peur d'elle. Le voyage dura toute la nuit, mais le temps n'existait plus. Il n'y avait que le bruit du moteur, les secousses de la route et le silence des femmes enfermées dans l'obscurité. Personne ne parlait, pas parce qu'elles n'avaient rien à dire, mais parce que chacune comprenait que les mots appartenaient à leur ancienne vie. Maria sentait l'odeur du métal, de la poussière et de la peur. Une femme assise en face d'elle tenait une photo contre sa poitrine. Elle la regardait comme si c'était la dernière preuve qu'elle avait existé ailleurs. Maria ne demanda pas qui elle était. Les noms n'avaient déjà plus d'importance ici. À l'aube, le camion ralentit. Le bruit des vagues remplaça celui de la ville. Maria leva les yeux. Une île, isolée, froide. Ventotene. Elle ne connaissait ce nom que par les murmures, l'endroit où le régime envoyait ceux qu'il voulait effacer, sans laisser de traces. Lorsqu'elles descendirent, le vent frappa son visage comme une gifle. Devant elle se dressait le bâtiment, gris, sans âme, sans promesse de sortie. Un garde s'approcha. Il ne regarda personne dans les yeux. Il lut simplement une liste. Quand il prononça Maria Ferrand, sa voix était vide, comme si ce nom ne signifiait déjà plus rien. On lui ordonna d'avancer. À l'intérieur, la lumière était faible, les murs suantaient l'humidité. Une gardienne prit ses papiers, les regarda, puis les déchira lentement. Ce geste dura seulement quelques secondes, mais Maria comprit que ce moment effaçait toute sa vie passée. Elle n'était plus une institutrice, plus une fille, plus une femme avec une histoire. Elle était devenue une présence tolérée, un corps sous contrôle, un silence vivant. Pourtant, au fond d'elle, une pensée refusait de disparaître. Si le régime avait besoin de l'enfermer, c'était qu'il avait peur de ce qu'elle représentait encore. La première nuit sur l'île ne fut pas marquée par des cris, mais par quelque chose de pire.
le silence absolu. Un silence si profond qu'il semblait absorber les pensées elles-mêmes. Maria fut conduite dans une cellule étroite où un lit en fer, une couverture rêche et un petit seau constituaient tout son univers. La porte se referma avec un bruit métallique qui résonna longtemps après que les pas de la gardienne eurent disparu. Ce son devint la frontière entre sa vie passée et sa nouvelle existence. Elle s'assit lentement, le métal du lit était glacé. Elle posa sa main sur le mur, humide, vivant presque, comme si des centaines de mains avant elle avaient laissé leur désespoir imprégné dans la pierre. Dans la cellule voisine, elle entendit une respiration, une autre femme, invisible, silencieuse, présente. Cette présence devint immédiatement essentielle, parce qu'ici, savoir qu'on n'était pas seul était déjà une forme de résistance. Les heures passèrent, sans repère. Pas de lumière naturelle, pas de voix humaine normale. Seulement le bruit du vent contre les murs et parfois le pas lent d'un garde. Maria comprit alors la véritable arme du régime. Ce n'était pas seulement l'enfermement, c'était l'effacement. Effacer les visages, effacer les voix, effacer l'idée même qu'elles avaient existé ailleurs. Le lendemain, la porte s'ouvrit brusquement. Une gardienne entra. Elle ne regarda pas Maria, elle posa simplement un objet sur le sol. Un uniforme gris, sans nom, sans symbole, juste du tissu. « Porte ça », dit-elle froidement. Maria regarda l'uniforme, elle comprit que ce vêtement n'était pas une tenue, c'était une transformation, une tentative de la rendre identique aux autres, invisible, contrôlable. Elle le prit lentement, mais dans son esprit une phrase resta claire. Il pouvait changer ses vêtements, mais il ne pourrait jamais changer ce qu'elle savait être. Le véritable combat commença le jour où ils cessèrent de la frapper et commencèrent à l'ignorer. Maria comprit rapidement que la violence physique n'était qu'une première étape. La véritable destruction était plus lente, plus précise. Chaque matin, elle était sortie de sa cellule avec d'autres femmes et conduite vers la cour centrale. Elle restait debout pendant des heures, immobile, sous le vent glacial de l'île. Personne ne parlait. Parler n'était pas interdit, c'était simplement devenu inutile. Les gardes passaient devant elle comme si elle n'était déjà plus humaine. Maria observait leurs regards. Ce n'était pas de la haine, c'était pire. C'était l'indifférence. L'indifférence de ceux qui avaient cessé de voir des personnes. Après l'appel, elles étaient envoyées au travail. Pas un travail destiné à produire quelque chose d'utile, un travail destiné à les épuiser. Transporter des pierres d'un côté de la cour à l'autre, puis les ramener, encore et encore, sans raison, sans fin. Le but n'était pas le résultat, le but était l'usure. Maria sentait ses mains trembler, ses muscles brûler, mais elle refusait de tomber, parce qu'elle comprenait maintenant le véritable objectif du régime. Il ne voulait pas seulement son obéissance, il voulait son abandon intérieur. Il voulait qu'elle accepte qu'elle n'était plus rien. Un jour, une femme à côté d'elle s'effondra. Personne ne bougea, pas par cruauté, par survie. Les gardes la traînèrent hors de la cour sans un mot, comme si elle n'avait jamais existé. Ce moment marqua Maria profondément. Elle comprit que le camp ne tuait pas seulement les corps, il tuait les témoins, il tuait les preuves. Ce soir-là, seule dans sa cellule, Maria ferma les yeux. Elle revit sa salle de classe, les visages des enfants, le son de leur voix. Et elle fit un choix silencieux. Elle survivrait, pas pour elle, mais pour se souvenir. Parce que tant qu'elle se souvenait, il n'avait pas complètement gagné. Un soir, alors que le vent frappait les murs comme une menace constante, quelque chose d'interdit se produisit. Un murmure, pas un cri, pas une plainte, un murmure humain. Maria leva lentement la tête. Il venait de la cellule voisine. Une voix faible, presque effacée. « Tu es encore là ?» Maria resta immobile. La question n'était pas simple. Elle signifiait plus que la présence physique.
Elle signifiait « Ton esprit est-il encore vivant ?» Maria répondit après un long silence « Oui ». Ce mot, simple, devint un acte de défi. La femme de l'autre côté s'appelait Lucia. Elle avait été arrêtée 2 ans plus tôt pour avoir transporté des messages pour la résistance. 2 ans. Dans cet endroit, c'était une éternité. Sa voix était calme, mais Maria sentait qu'elle portait un poids invisible. Lucia lui dit quelque chose que Maria n'oublierait jamais. Ils ne veulent pas seulement que nous obéissions, ils veulent que nous oublions qui nous étions. Ces mots frappèrent Maria plus fort que n'importe quel coup, parce qu'ils étaient vrais. Le régime ne craignait pas leur corps, il craignait leurs souvenirs, leur capacité à se rappeler qu'elles avaient été libres. Les jours suivants, Maria et Lucia échangèrent des mots en secret, des phrases courtes, fragiles, mais essentielles. Elles parlaient du soleil, de la mer, de la vie avant. Ces souvenirs devinrent leur refuge invisible, un endroit que les gardes ne pouvaient pas atteindre. Un matin, Lucia ne répondit plus. La porte s'ouvrit, les gardes entrèrent. Ils sortirent son corps sans explication, sans regard, sans respect. Maria resta immobile. Elle ne pleura pas. Elle comprit que Lucia n'avait pas été détruite le jour de sa mort. Elle avait été détruite le jour où ils avaient essayé de lui enlever son identité. Et pourtant, jusqu'au dernier instant, Lucia avait résisté, en se souvenant. Ce jour-là, Maria fit une promesse silencieuse. Elle deviendrait la mémoire de celle qu'ils avaient tenté d'effacer. Après la disparition de Lucia, le silence changea de nature. Avant, il était imposé. Maintenant, il était habité. Chaque mur semblait contenir les voix de celles qui n'étaient plus là. Maria commença à comprendre que le camp ne fonctionnait pas seulement avec des gardes et des murs, mais avec la peur invisible qu'il installait dans l'esprit. Un matin, son nom fut appelé, pas son vrai nom, le numéro qu'il lui avait donné. Ce son la traversa comme une lame froide. Elle avança. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de celle qu'elle avait été. On la conduisit dans une salle qu'elle n'avait jamais vue. Une table, une chaise, un homme en uniforme. Il ne leva même pas les yeux au début. Il écrivit quelque chose, puis parla calmement. « Pourquoi as-tu résisté » La question n'attendait pas une réponse. Elle était une tentative de contrôle. Maria resta silencieuse. L'homme leva enfin les yeux. Il ne semblait pas en colère. Il semblait curieux, comme s'il observait un phénomène. « Tu pourrais avoir une vie plus facile, dit-il. Il suffit d'obéir. » Maria comprit que ce moment était un piège invisible. Il ne cherchait pas seulement à punir, il cherchait à transformer, à briser volontairement ce qu'il n'avait pas réussi à détruire par la force. Elle répondit lentement. « Je suis déjà en train d'obéir. » L'homme la fixa, longtemps. Puis il fit un geste. Elle fut renvoyée dans sa cellule. Rien ne changea extérieurement, mais Maria comprit que sa véritable victoire n'était pas physique, elle était intérieure, parce qu'ils avaient tenté de lui faire accepter sa propre disparition, et elle avait refusé. Puis vint le jour où même les gardes cessèrent de cacher leur peur. Maria le sentit avant de le comprendre. Les ordres étaient plus rapides, les regards plus instables. Quelque chose se fissurait dans la certitude du régime. Une nuit, elle fut réveillée par des bruits inhabituels, des pas précipités, des voix tendues. Pas la voix froide du contrôle, la voix de ceux qui perdaient ce qu'ils avaient cru éternel. Le matin, la cour était différente. Certains gardes avaient disparu. Les miradors semblaient vides. L'air lui-même semblait respirer autrement. Personne ne donna d'explication. Personne ne donna d'ordre. Et c'était cela le plus terrifiant, parce que pour la première fois, le système qui avait contrôlé chaque seconde de sa vie n'était plus parfaitement présent. Les femmes se regardaient sans parler. Elles ne savaient pas si c'était la fin ou le début de quelque chose de pire. Maria sentit son cœur battre différemment, pas plus vite,
plus profondément, comme s'il reconnaissait quelque chose que son esprit n'osait pas encore nommer, l'espoir, un mot qu'elle avait enterré depuis longtemps. Mais l'espoir était dangereux, il pouvait briser plus profondément que la peur. Alors elle resta immobile, observant, attendant. Mais au fond d'elle, une certitude grandissait. Aucun régime n'est éternel. Aucun système ne peut contrôler le temps lui-même. Et si le temps avançait encore, alors leur pouvoir reculait déjà. La porte resta ouverte toute la matinée. Personne ne vint la refermer. Personne ne cria. Personne ne donna d'ordre. Ce détail, simple et presque invisible, contenait une vérité immense. Le contrôle avait disparu. Lentement, Maria sortit de sa cellule. Ses jambes tremblaient, non par faiblesse, mais par incrédulité. La cour, autrefois dominée par la peur, était silencieuse. Les miradors vides, les fusils abandonnés. Le régime qui avait semblé invincible venait de disparaître, sans un mot d'adieu. Les femmes restaient immobiles, incapables de comprendre qu'elles n'étaient plus prisonnières. La liberté, après avoir été impossible si longtemps, ressemblait presque à un piège. Maria marcha lentement. Chaque pas était une victoire invisible. Elle atteignit le portail. Elle posa sa main sur le métal froid, ce même métal qui avait séparé deux mondes. Derrière elle, des années volées. Devant elle, un avenir inconnu. Elle regarda le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne pouvait lui ordonner de baisser les yeux. Elle comprit alors que le régime n'avait jamais vraiment possédé ce qu'il avait tenté de détruire. Il avait contrôlé son corps, son espace, son temps, mais il n'avait jamais contrôlé sa volonté, et c'est cette volonté qui l'avait maintenu en vie. Maria Ferrand sortit du camp sans se retourner, non pas parce qu'elle oubliait, mais parce qu'elle portait désormais la mémoire de toutes celles qui n'avaient pas pu sortir. Et tant qu'elles vivraient, leur silence ne serait jamais total. Parce que la vérité ne meurt pas dans les prisons, elle attend simplement quelqu'un d'assez fort pour la porter.